j'ai vécu cette guerre et j'en suis sorti. Donc pour moi maintenant, ce sont des souvenirs comme un roman. Comme un roman. Pour vous, c'est quelque chose qui n'existe pas puisque vous le lisez dans les livres. Ça vous paraît différent parce que moi, ça me paraît réel puisque j'y étais. Et j'avais aussi 20 ans. Ce n'est pas que j'étais un bébé, c'est que j'ai vécu. J'allais dans les cinémas, j'allais dans les restaurants, je voyais le couvre-feu, je voyais des bombardements, je voyais des soldats dans les rues, je voyais des rafles. Il y avait des gens qui étaient arrêtés. Il y avait sur les murs des affiches. Qu'on a fusillé un tel, qu'on a fusillé ceci, qu'il y a ça. Il y a des affiches dans les rues, dans les métros. Mon père est arrivé à la maison avec le journal sous le bras et il a dit à ma mère « La guerre est déclarée », puisque c'était le 3 septembre 1939. Le souvenir de la guerre, oui, bien sûr. Quand on courait dans les rues, les bombardements, on se cachait dans les caves. Surtout que j'avais une sœur qui était infirme, qui ne marchait pas. Donc ça a été extrêmement pénible, très 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 difficile. Mais à Paris, nous étions privés de nourriture. Et nous avons vécu de 1940 à 1943 des années assez difficiles. Il y avait des cartes pour acheter des chaussures, des tickets pour acheter du pain. Tout était réglementé d'une façon très très forte. Dès l'arrivée des nazis à Paris, étant donné que le gouvernement avait accepté toutes leurs conditions, nous sommes juifs, on nous avait donc inscrit le tampon juif sur notre carte d'identité, qui était turque. Donc nous étions considérés comme des juifs turcs. Et pour cela, nous avons évité de porter l'étoile juive, qui était un élément extrêmement humiliant. Alors c'est ça le terrible, c'est que on a toujours peur. On a toujours peur où qu'on aille, quoi qu'on fasse. On croise des Allemands dans la rue. Ma mère m'a dit surtout, même si un Allemand veut te donner un bonbon, ne le prends pas, il est peut-être empoisonné. On avait toujours peur. Vous savez que, bon, même dans les écoles, on n'avait pas le droit d'aller à l'école. Il y a eu un certain nombre de vexations, toutes simples. Enfin, toutes simples, pas si simples que ça, c'est-à-dire interdiction de pénétrer dans les jardins publics, interdiction d'aller dans les salles de spectacle, interdiction d'exercer certaines professions, ce que je ne percevais pas moi-même, puisque ça ne me concernait pas, mais les jardins publics, bien sûr. Nous ne pouvions voyager que dans le dernier wagon des métros. Il nous était interdit de sortir à certaines heures, à partir de certaines heures le soir. Nous avons dû restituer nos postes de radio, car il était interdit aux Juifs d'écouter la radio. Il y avait eu aussi, pendant l'occupation, une énorme exposition au Palais Berlitz qui s'appelait « Le Juif s'use ». Alors, il y avait un énorme panneau représentant la caricature juive par excellence et toute une exposition avec tous les maléfices des Juifs. Il te montrait comment les Juifs sont dans votre vie. Il le montrait de cette manière. Ah, tous ces hommes étaient juifs. Ah, nous ne savions pas ceci. Le français ne sait pas. Et il y a un gosse en face qui a dit « Regarde, il y a un petit juif », il a dit à sa mère. Oh, un petit juif. Hop, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la veste, on est parti en courant. J'entendais la nuit, j'entendais les Allemands qui cassaient les portes là-haut, les pleurs, ils venaient chercher la famille et avec des coups de pied, allez, raus, raus, raus. Et moi, je restais à 12 ans comme ça, très, complètement apeurée à écouter tout ça, c'était affreux.
peur parce qu'on entendait par-ci celui déporté là-bas, là-bas celui-là déporté là-bas. Et alors le soir, on se couchait tous sous le lit pour mettre Radio Londres, pour voir si on allait pouvoir un jour gagner la guerre. Là, quelques images me reviennent. D'abord pendant la guerre, je me souviens les sirènes. Et quand on entendait ces sirènes, c'était une panique, quelque chose d'épouvantable. Et quand c'était en pleine nuit, je me souviens très bien que maman et papa nous réveillaient, nous enveloppaient dans des couvertures. Il y avait quand même ma sœur qui était paralysée et ma petite sœur qui malheureusement sont décédées maintenant. Et on s'entourait de couvertures, vite. On avait une peur panique, on serrait vraiment très fort maman. Et elle nous emmenait, on descendait, il y avait une cave en bas de chez nous. Très bien qu'il y avait des bombardements sur Paris avec les masques à gaz qu'on nous faisait prendre et on descendait à la cave. Et on descendait avec des lanternes. Certains amenaient des bougies, d'autres amenaient des piles. Et on allait se cacher en attendant que la sirène s'arrête. Et on avait très froid. Et je me souviens que beaucoup d'enfants pleuraient. Moi, je me souviens d'avoir tremblé de froid. La seule chose que je peux me souvenir, c'était la peur, l'angoisse que j'ai toujours gardée d'ailleurs. Le moindre bruit, ça m'effraie. Je n'aime pas les sirènes. Je me mettais à trembler. Le bruit des bombardements, les éclairs, m'impressionnait énormément et cela me provoquait une réaction très violente. À la maison, le soir, quand il y avait des alertes, nous allions dans le métro, qui était juste à côté de la maison, et on avait des masques à gaz. Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà. On emportait des masques à gaz, on emportait un morceau de sucre, un peu d'eau, et on allait dormir dans le métro le temps que l'alerte se termine. 42, au moment de la rafle du Veldiv, juillet 42. C'est à ce moment-là, il y a eu comme un sursaut de la population. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gosses? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces vieux? Sur des civières, on les emmenait à Drancy. C'était... C'est pas ça, c'est que par exemple les enfants, les Allemands ne voulaient pas rafler les enfants à ce moment-là. Seulement ils ont raflé tout le monde. Alors qu'est-ce qu'a fait il a séparé les parents des enfants. Et on a emmené ces gosses, des centaines de gosses, on les a emmenés dans 2 camps, dans le Loiret, à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande. Et là, ils sont restés. Alors des gosses qui n'avaient plus leurs parents, des petits-enfants qui pleuraient, qui se faisaient dessus, qui n'avaient personne pour s'en occuper. Ils ne connaissaient même plus leur nom, les pauvres. Et la population a commencé à s'émouvoir de voir, parce que c'était en pleine ville, ces camps. Et après, quand il y a eu la rafle de juillet 42, je crois, et on avait une amie qui était dans la police et qui est venue nous prévenir que le lendemain, il y aurait une grande rafle. Et donc, maman m'a emmenée à la gare et m'a dit surtout, je te donne la main, mais tu fais semblant que tu me connais pas. Tu vas aller vers une dame que je vais t'indiquer et tu vas la suivre. El hijo de la madre de chico se haga grande.
nanni nanni querelillo, el hijo de la madre de chico se haga Maman m'a expliqué. Je parlais pas, hein. Même je savais où était mon père, je savais qu'il était caché, mais je n'aurais rien dit, hein. Je parlais pas, on disait rien. La grande rafle, il y a eu 17 personnes de la famille qui ont été prises. Personne n'est retourné. Personne n'est retourné. Malgré le fait que nous étions protégés, malgré le fait qu'étant sujet turc, dont d'un pays neutre, qui n'était pas engagé pendant la guerre, cela puisse arriver à être très mauvais pour nous. Pendant cette période 40-41, on a commencé à avoir la protection du gouvernement turc. Lorsqu'il y a eu les régulations allemandes et françaises que tous les juifs devaient s'adresser, porter l'étoile jaune ou s'adresser ou être complètement attendre à telles et telles régulations, c'est normal que les ressortissants de tel ou tel pays s'adressent à leur ambassade, à leur consulat, afin de demander la protection. Alors là, il y avait les juifs réguliers qui étaient normalement déjà enregistrés et les juifs irréguliers, disons, c'est-à-dire ceux qui, par omission, n'avaient pas renouvelé leur enregistrement ou qui, par la suite, étaient mariés à des Turcs mais n'étaient pas enregistrés à l'ambassade. Alors tous ces gens-là, les conjoints ou eux-mêmes, voulaient obtenir la protection turque. Mon père a toujours payé tous les ans le montant auprès du consulat pour conserver la nationalité turque. Grâce à cela, à chaque fois qu'il a été arrêté, pendant les 3 fois où il a été arrêté de 1939 à 1943, il a été libéré sur l'intervention, à la suite de l'intervention du consulat ou de l'ambassade de Turquie. Mais ces gens-là manquaient de papier. Les irréguliers manquaient de pièces justificatives. Et c'est alors que, justement, le portier Antoine leur enseignait quelques phrases en turc. Et lorsqu'il s'adressait, il venait devant en présence de l'ambassadeur qui lui demandait ses papiers et qui n'en avait pas. Il demandait si au moins vous pouvez parler le turc et il répétait immédiatement la phrase qu'il venait d'apprendre quelques minutes avant à la rentrée de l'ambassade. Et cette phrase, cette connaissance de la langue turque était acceptée comme une pièce, comme une justification de leur appartenance à cette nationalité et un certificat leur était délivré. Et grâce à ce certificat, ils pouvaient être soit libérés des camps de concentration où ils étaient déjà amenés ou ils pouvaient être exempts de cette rafle, de la rafle qui se déroulait chaque jour à Paris. Papa et maman me disaient toujours, tu dis jamais, jamais, jamais que tu es juif. Jamais, jamais. Sos turca, sos turca, sos turca. Ça veut dire tu es turc, tu es turc. Sans arrêt, on me le disait. Et ils avaient tellement peur, parce que quand même, j'étais la seule qui finalement allait à l'école.
Et la seule qui pouvait avoir, je pouvais déraper, je pouvais dire des choses. Et ça, je me souviens que j'avais appris la leçon. Et il fallait surtout pas que je dise que j'avais une étoile, surtout pas. Parce que papa voulait... c'était peut-être ça aussi qui m'a sauvée dans le quartier. J'avais une seconde tante qui vivait à Limoges. Et pendant l'occupation de l'Allemagne en France, on est venu les arrêter pour les déporter. Elle a pu sauver ses 2 enfants et elle-même grâce à son passeport turc. Mais son mari, malheureusement, il a été déporté et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Lorsque la commandature allemande a fait l'appel que tous les Juifs auraient dû se rassembler, alors Urkumen a contacté le général Kliman, qui était le commandant nazi de l'île en ce moment-là, en leur expliquant que les Juifs, d'après la constitution turque, tous sont considérés comme citoyens sans différence, sans distinction de race ou de religion. Il n'a pas été facile de convaincre le général allemand, mais il a réussi et ces 42 Juifs ont été sauvés. Birçok Türk diplomatları kendi inisiyatiflerini kullanarak, hayatlarını tehlikeye atarak, büyük mücadele vererek bir avuç Yahudi'yi mutlak bir ölümden kurtardılar. Je n'ai jamais porté l'étoile, d'une part parce que le fait que nous n'étions pas en zone occupée, nous n'étions pas obligés de porter l'étoile, et le fait que nous étions turcs reconnus, nous n'étions pas obligés de porter l'étoile. Mais enfin, il est vrai qu'à Paris, moi j'ai des membres de ma famille qui ont été arrêtés tout en étant sujets turcs, ont été arrêtés parce qu'ils ne portaient pas l'étoile. Ils ont été arrêtés dans le métro. C'est à ce moment-là que notre position devient légèrement privilégiée. Dans ce sens, c'est que malgré qu'il fallait tout de même avoir des papiers avec le tampon juif, le fameux tampon juif, nous étions dispensés de porter l'étoile, ce qui était déjà une grande faveur déjà. Ceci grâce encore une fois au gouvernement turc qui est intervenu auprès des autorités. Babam Fikret Özdoğancı'nın General von Scholtis'le iyi münasebette olması gayet tabii ki Yahudilerin de yararınaydı. Örneğin bütün Yahudilere sarı yıldız üzerinde Yahudi yazan sarı yıldız takmaları emredilmişti. Buna mecburdular. Babam büyük uğraşlar vererek von Scholtis'te görüşerekten, münakaşa ederekten bunu nasıl hallederiz diye gene şu şekilde hallettiler. Yıldız paltonun ya da ceketin içine takılacaktı. Dışarıdan görünmeyecekti. Çünkü o yıldızı takanlar hiç Almanların bulunduğu hiçbir yere giremezlerdi. Ne restoranlara, ne umumi hiçbir yerlerde bulunmaları yasaktı. Et pendant l'occupation, nous étions relativement protégés, c'est-à-dire que nous ne portions pas l'étoile, ayant gardé la nationalité, mes parents ayant gardé la nationalité turque.
Un jour, les Allemands ont sonné à la porte et ont demandé les papiers. Elle a présenté ses papiers où il y avait ce tampon marqué turc, enfin il y avait marqué turc, et ils ont dit good, good, ils sont partis. Que la concierge disait toujours à la Gestapo qui venait arrêter mon père, nous habitions au 5e étage. Ils ne sont jamais montés. La concierge disait, Monsieur Mizrahi est turc, et à la fin, elle disait qu'il travaillait à l'ambassade turque, ce qui n'était pas vrai. Alors le consulat nous a dit, écoutez, n'importe comment on vous protège, mais avec les Allemands, on sait jamais, il faut pas sortir le soir, il faut pas se trouver dans des soirées, dans des choses, dans des trucs, soyez... préservez-vous. L'atmosphère était pesante, mais on ne pouvait pas imaginer ce qui s'est réellement passé et ce qu'on a vu des camps de concentration, c'était inimaginable. Puis il y a eu un arrêté sur les Juifs. En sortant du métro Marbeuf, Franklin Roosevelt, sur les Champs-Élysées, le 12 décembre 1941, c'était la première grande rafle des Juifs, mais nous ne le savions pas. Ils devaient arrêter 1000 Juifs ce jour-là, des Juifs haut placés, c'est-à-dire en les cherchant à la maison chez eux, avec une liste de noms. Mais comme ils n'ont pas trouvé les 1000 Juifs chez eux, ils ont, vers 4-5 heures de l'après-midi, ils ont ramassé les Juifs dans la rue. Le 11 décembre 1941, on a tué, ce jour-là, on a tué un colonel allemand sur les bords de la Seine. Les Allemands, tout de suite, ont instauré le couvre-feu. Couvre-feu à 18 heures pour Paris. Le lendemain, j'avais un rendez-vous avec un copain. Nous avions rendez-vous dans un restaurant de la place de la République. On arrive, on s'assoit, et d'un seul coup, on entend un bruit extraordinaire. Des jeeps, des motocyclettes qui arrivent avec des SS et qui se mettent devant le restaurant. Et tous commencent à montrer leur carte d'identité. Arrivé mon tour, ils voient ma carte d'identité. Sur ma carte d'identité, il y avait écrit en rouge un grand juif. Je lui présente ma carte d'identité, mais en même temps, je mets la main dans ma poche et je sors le papier de l'ambassade turque, disant comme quoi je suis un Turc reconnu. Alors, le bonhomme, l'interofficier, me dit en français, « Vous êtes turc, mais juif. » Alors il m'arrête. Mais mon copain était catholique. Alors je dis à mon copain, « Écoute, préviens ma mère qu'on m'a arrêté. » Annem koştu konsolosluğa. Konsolos dedi ki elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Herhalde bir neticeye ulaşırız dedi ve bizi teskin etti. Je sortais du métro et le Feldgendarmerie, l'allemand, me demande mes papiers. Je lui montre mes papiers et je vois, il croit juif dessus. Il dit, suivez-moi. Après un temps, je ne me rappelle pas exactement, la nuit nous arrivons en gare de Compiègne, je l'ai su plus tard. Et de là, nous sommes descendus du train. Nous étions encadrés de soldats de deux côtés, comme ça. Et ils tenaient le fusil. Et on marchait en rang de 5, je crois, c'était. Et
on marchait. On ne savait pas où on allait. À l'époque, on ne savait pas où on allait. On marchait. Il faisait très froid. C'était en hiver, 41, de décembre. Il faisait très froid. Et j'avais sur moi mon manteau. Et donc, il y a eu une rafle épouvantable. Je crois que c'était en 43, la grande rafle du 11e arrondissement. Il y en a eu plusieurs. C'était sans arrêt. Il y avait des arrestations. Et alors, l'atmosphère... C'était l'atmosphère de tous les jours. C'était vraiment l'inquiétude, puisque sans arrêt, il y a eu des arrestations. Il y a eu des rafles plus importantes aussi, mais c'était vraiment l'occupation, mais bien visible. Donc j'ai eu beaucoup de familles, évidemment, dans le quartier. Il y a eu des drames, évidemment. J'ai ma cousine qui a été... elle venait de se marier, son mari a été déporté le lendemain. Pendant la guerre, oui, il y avait une atmosphère très dure, très difficile avec les Allemands. L'occupation des Allemands, les rafles. Il y avait une déportation énorme vers Auschwitz, mais on ne savait pas encore que c'était les camps de la mort. On a pensé que c'était pour travailler en Allemagne. La peur vient après. Il y a toujours quelque chose, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas. Le lendemain, on nous a transférés à Drancy. Et Drancy a été pour nous une horreur parce que c'était une vie très dure, c'était des baraquements où il n'y avait pas de chauffage. Et puis, on a vécu 6 mois là-bas avec l'hiver, avec un manque de nourriture totale, ce qui était très difficile après les privations que les Allemands avaient imposées à tout le monde à Paris. Enfin, je dis les Allemands, mais c'était les nazis surtout. Et donc, après, ma sœur, qui était en somme libre, elle allait tous les jours, ou toutes les semaines plutôt, boulevard Haussmann, dans l'ambassade de Turquie, le consulat, et elle parlait avec les personnes du consulat pour voir ce qu'on pourrait faire pour des ressortissants. Et c'est à ce moment-là, donc, que je crois que c'est à ce moment-là que la Turquie, le gouvernement turc a voulu préserver et sauver ses ressortissants. Mouvement c'était humanitaire. Parce que sinon, ils y passaient tous. Il y avait pas... Les Allemands du moment que tu étais juif, allez, bon pour le camp de concentration, terminé. Hélas. Il y en avait qui mouraient de faim, de froid, des gens malades, des gens plus âgés, des gens qui étaient diabétiques, des gens qui ne résistaient pas à ce froid. Jakob Springer. Luther Richter. Le matin, les appels qui duraient environ 3 à 4 heures, des fois 2 heures, ça dépend, par un froid terrible. Mais comme j'avais 20 ans, j'ai résisté à ce traitement. Et c'est comme ça qu'on a vécu, nous, à peu près une quinzaine, moi je dis une quinzaine de jours. Les restrictions étaient terribles. C'était partout pareil, que ça soit pour ceux qui allaient être déportés, que pour ceux qui n'allaient pas être déportés de suite. On mangeait pas, il n'y avait rien à manger, ou une soupe, ou le machin, des rutabagas, des épluchures, des trucs comme ça. On vivait, si on peut appeler ça vivre, à rien faire. De Drancy, où nous étions, comment vous dire, sous une pression journalière.
avec intensément on nous faisait des appels dans la cour plusieurs fois par jour, parce qu'ils avaient peur qu'on se sauve, qu'on s'enfuit. Alors, c'est très dur de rester debout pendant des heures dans le froid et d'attendre. Et puis tous les jours, on entendait « Ah, celui-là, il est parti à Auschwitz, ah, celui-là, il est parti à je sais pas où, il est mort, l'autre est mort. » Il y a eu des guerres, mais quand on s'attaque à une race, entre parenthèses, c'est affreux. Quand on vous tue pour votre religion, c'est inhumain. Et je pense que les gens, après, ils ont eu honte de tout ça, de laisser faire. Avoir faim, c'est autre chose. Sentir qu'on meurt de faim, c'est un sentiment très difficile à comprendre pour ceux qui n'ont jamais senti ce que c'est mourir de faim. Parce qu'on sent, on est malade de faim. Et vous savez, c'est très dur d'avoir peur. On était malheureux quand même, très malheureux. Ce n'était pas un camp régulier, les camps que nous connaissons de l'Holocauste. C'était un camp spécial, un camp de triage, parce que les Allemands ne voulaient pas faire une grosse gaffe, n'est-ce pas, en tuant je ne sais qui ou je ne sais quoi. Ils auraient pu me tuer, c'est-à-dire m'envoyer à Auschwitz. Droit de sélection, si vous voulez. Un endroit de triage, un endroit de sélection. N'est-ce pas? Qui est-ce qu'il est important de ne pas tuer, par exemple? La population de Drancy, il y a eu combien? Il y a eu 76 000 déportés juifs. Des Juifs de France, 76 000 personnes déportées. Et il y en a eu 2500 maximum qui sont revenus. Et le consulat turc sont arrivés à nous faire sortir. C'était donc à peu près une quinzaine de jours après notre arrivée à Drancy. J'ai été libéré en 2 mois et demi après parce que j'étais citoyen turc reconnu. Mais j'ai appris par la suite que maman a été au consulat général. Nitekim 3 ay sonra tam Auschwitz'e sevk edilecekleri bir hafta evvel serbest bıraktılar abi. Ama tabii ki yarım kardeş geldi. Aşağı yukarı incecik bir şey olmuştu. Açlıkla. Et un matin, après l'appel, le 6 février 1942, dans ma chambrée avec les autres, un soldat allemand vient et me dit « Lazare Rousseau ». Et dit « C'est moi ». Suivez-moi, prenez votre couverture, prenez votre bol, votre cuillère et votre numéro
Immatriculation 3233, c'est un morceau de fer qui m'avait donné, 3233. Je rentre dans un bureau, il y a un officier supérieur assis là-bas. Il me dit, Lazare Rousseau, je dis oui. Signez ici, je signe. Il met un cachet là-dessus, il signe, il me dit, voilà, vous êtes libre. Et il me dit, avez-vous de l'argent? J'ai dit, j'ai un petit peu d'argent. Voilà un billet de train de 3e classe pour Paris. C'est le consulat qui a fait la recherche. Celui-là, le consulat s'est occupé de faire la recherche. Il savait qu'on avait arrêté des juifs telle date, il savait qu'il y avait une rafle de juifs, il savait qu'on avait arrêté des juifs, et parmi ces juifs, il y avait un juif turc, c'était moi. Donc ce juif turc doit être libéré. Ce qui est sûr de toute l'histoire que je viens de raconter, c'est que des tas de pays en Europe qui ont été occupés n'ont pas eu la possibilité de défendre leurs ressortissants. Ça a été le cas, malheureusement, de la France. Et au milieu de tous ces pays qui, avec indifférence, ont vu leurs juifs partir, exterminés, mourir dans des camps de concentration, dans les camps de la mort, au milieu de tout ça, on peut dire que la Turquie a, chaque fois qu'elle l'a pu, essayé de défendre avec courage, avec obstination, avec volonté de défendre leurs ressortissants. J'avais eu le plaisir de connaître l'ambassadeur Necdet Kent, qui m'avait fait ses confidences. Il m'avait parlé de son temps où il était vice-consul à Nice, et ils ont beaucoup aidé des Juifs à pouvoir se sauver et épargner qu'ils soient déportés. Et une de ces histoires était celle où, malgré qu'ils avaient des passeports turcs, certains Juifs avaient été arrêtés par les Allemands et mis dans des wagons pour les transporter dans des camps. Il est monté avec ces gens-là et il a dit « Je vais avec eux dans les camps. Si vous ne les laissez pas, vous aurez un grand problème avec la Turquie. » Alors ils ont été obligés de les déporter, de les libérer. He always would say that he learned so much from that time and was always scared that the world had not learned enough. D'autres diplomates turcs, il faudrait citer éventuellement Necdet Kent, qui était le consul à Marseille. Embarqué sur un train qui emportait des Juifs de la rafle de Marseille vers les camps d'extermination en disant que les 81 là-bas sont ses citoyens, puisque ce sont des citoyens turcs. Les nazis ne voulaient pas, les Allemands ne voulaient pas reconnaître sous l'explication que justement, turc ou pas turc, un Juif est un Juif et que tous les Juifs devaient être déportés. Mais c'est alors que Necdet Kent et son adjoint se sont eux aussi embarqués sur le train en disant « Bon, alors on y va avec eux jusqu'à la destination finale ».
Naturellement, pour éviter un scandale diplomatique, les Allemands ont été obligés d'arrêter le train à la station suivante et de libérer nos 2 diplomates et emporter avec eux tout ce qu'ils voulaient. Donc 81 Juifs de Marseille ont été sauvés grâce à cette intervention. The famous story that is written about, talked about, and so forth, the train episode. But one mustn't forget that there was a long period of time when all diplomats, that it's not just my father, officials in the embassy in Paris, from the ambassador, the consul, vice consul there, Mr. Yolga, late Namık Yolga, other consuls like Selahattin Ülkümen, and others many others, that basically risked their lives and risked their careers for saving many people of Turkish citizens of Jewish descent. Bir gün bir hadise, Marsilya'daydık. Binanın önünde, yani konsolosluğun büyük bir bahçe gibi, avlu gibi bir yer vardı. Bir de demir parmaklık var. Konsoloshanenin bir cadde üzerindeydi. Bu caddeye dikey bir cadde daha iner. Biz de tam ucundayız. Annemle ben bahçede oynuyordum. Bir kadın geldi. Çocukla. Kadının rengi bembeyaz. Ben böyle renk, yani şu yaşa geldim, ben böyle bir renk görmedim. Herhalde annem de bunun için gitti kadına, ne oldu? Bir şeyler konuşmaya başladılar. Annem demir parmaklığı açtı. Kadını içeri aldı. Kadına binaya git dedi. Kadın çocuklarını aldı, binaya gitti. Ben gene de annem kapıyı kapadı, deme oynama. Bir araba geldi. 2 kişi çıktı arabadan. Bir tanesi demir parmaklığa geldi. Herhalde içeri girmek için mi? Annem orada ona konuşmak için. Annemle bunlar konuşmaya başladılar. Belki 5-10 dakika bir şeyler konuşuldu. Ve Almanlar gitti. Yani orada bir hadise olmadı. Annemle biz içeri gittik. Annem, babam da oralarda konuştular. İşte dedi, bu kadını Gestapo gelmiş, kocasını öldürmüşler mi, götürmüşler mi? Kadın bunu görüyor, kaçmaya başlıyor, rastgele de konsoloshaneye geliyor. Buna dedi yani bu kadını ben buradan bırakmam dedi babama. Babam dedi ki o zaman biz buna bir çıkaracağız, pasport, yani Türk şeysi olarak kabul edeceğiz. Gerek bu kadın ve gerek 2 çocuğu için. Yapılan evrak muamelelerini bilmiyorum ben, değilim. Fakat bu kadının orada kaldığını biliyorum. 1 ay kadar kaldı konsoloshanenin içinde. Ondan sonra konsoloshaneden bu kadın çıktı. Bu da şunu gösteriyor, bu kadına gereken belge, Türk pasaportu verilmiş olduğunu gösteriyor. Başka türlü çıkmasına imkan yoktu bu kadın. Le dernier jour, quand on nous a prévenu que les autobus venaient nous chercher. Mais on ne savait pas si les autobus allaient nous amener vers les trains qui partaient vers Auschwitz ou si il y avait autre chose. Et ce n'est qu'en arrivant à l'hôtel Lutetia qu'on a compris que nous allions être libres de retourner en Turquie. Donc voilà, c'est comme ça que ma sœur, à force de se présenter au consulat, a réussi grâce à beaucoup d'autres personnes qui avaient des gens à sauver, comme ça elle a réussi à intervenir pour notre libération. Nous avions la double nationalité et vous aurez sur la photo le passeport où mon père et ma mère et les 3 enfants, nous sommes devenus turcs. Comme nous étions mineurs, nous sommes devenus turcs par nos parents. Et nous avons voyagé sous la nationalité turque. Mais ma mère était reconnue par le consulat turc. Elle était venue en 1933 pour se marier avec mon père. Et donc, quand elle a su par de la famille que les Turcs pouvaient être rapatriés en Turquie, elle est allée au consulat
se déclarer, mais le consulat voulait pas de moi parce que j'étais naturalisée française et qu'elle n'avait pas su qu'il fallait me déclarer au consulat turc à ma naissance. Donc elle a eu beaucoup de mal à ce qu'ils acceptent que je parte avec. Il a fallu qu'elle retourne au consulat pendant comme quoi j'étais née turque. Et donc j'ai pu partir en mars 43 dans un train. Un jour, ma sœur a su que la Turquie a dit ou bien on arrive à vous rapatrier dans votre pays de naissance, ou bien on vous laisse, comme les Français, à la merci des nazis. Un an après, j'ai été convoqué par la chancellerie turque. Et il y a le chancelier qui me dit « Vous devez partir pour la Turquie pour faire votre service militaire. » Alors, ma mère et mes frères étaient là-bas. Je devais les laisser. Mais j'ai pensé immédiatement, c'est-à-dire puisqu'ils m'ont libéré, eux ne sont pas en danger. Alors, et bien entendu, je dois ma vie à la Turquie. Alors j'ai dit, spontanément, j'ai dit à vos ordres. Cevdet Gülger, qui était le consul de Turquie à Paris, et Namık Kemal Yolga, son adjoint, qui eux aussi ont sauvé environ, à notre connaissance, environ 180 à 200 juifs, tout simplement en remplaçant la photo des juifs sur les passeports des élèves turcs musulmans, et ainsi leur donnant une sorte de passeport, de laisser-passer, illégal mais légal. Paris'teki Dransi'de Türk Musevileri, yani bütün Musevileri orada topluyorlardı. Bizim de tabii vatandaşlarımızı oraya toplamışlardı. Bir gün babama telefon geliyor, tevkif haberi geliyor bazı vatandaşlarımızın orada tutuklandığına dair. O da hemencecik, burada işlem şöyleydi. İlk önce Alman bürosuna gidiliyordu Paris'teki. Ondan sonra da vatandaşların bulunduğu bölgedeki Alman ofisine gidiliyordu. Yanına boş pasaportlar alarak hemencecik Türk vatandaşı tam trene binmeden önce olayı durdurup, o zaman şöyle diyebilirim, Türk diplomatlarının Almanya karşısında ciddi bir gücü bulunuyordu. Onu sonuna kadar kullanıp o kişileri son anda kurtarıp arabasına alıp tekrar geri getirmişti. Un autre exemple flagrant est celui de Beyiş Berkin, ambassadeur de Turquie à Vichy dans des années 1940-1943, qui par son intervention a réussi à sauver un grand nombre de juifs réguliers et irréguliers. Many of the European Jews who were saved by Turkish diplomats really didn't have that much of a Turkish identity. They thought of themselves as French Jews if they were living in France, Italian Jews in Italy. 3 mois avant la libération, mon père va, comme toujours, régulièrement au consulat turc, et le consulat turc lui dit « Écoute, si tu veux, tu rentres, on vous met dans un train. » Le consul ou l'ambassadeur a dit à mon père, c'était un ami de mon père, lui a dit « Isaac, nous avons l'intention de déclarer la guerre à l'Allemagne, et si tu ne pars pas, si tu ne rentres pas en Turquie par les trains qui vont être mis sur place à partir de février 1944, nous ne pourrons plus te protéger. » Alors mon père est rentré chez nous et nous a dit « Écoutez mes enfants, n'importe comment on est mort, alors si on doit mourir en route, montons dans ce train. » Türk konsolosluğu anneme bir haber gönderdi. Dedi ki Türkiye pek yakında galiba dedi Almanlara harp ilan edecek. Harp ilan edildiği andan itibaren biz sizi koruyamayacağız. Fakat şöyle bir organizasyon bizim Türk vatandaşlarımızı bir vagon hazırlayıp ve Paris'ten trenle İstanbul'a kadar geldik. Et à un moment, c'était fin 43,
le consul a dit vous ne serez plus protégés si vous ne rentrez pas en Turquie. Vous devez retourner en Turquie, sinon vous ne serez plus protégés. Donc, on a décidé de partir. Mais bien sûr, c'était compliqué. C'était compliqué. On a pris la décision de partir, puisque c'était la seule solution, en fait. Et le départ était en février 1944, en plein hiver. Mais à mon avis, ça a dû se savoir par courrier. À ce moment-là, nous n'avions pas de téléphone. À mon avis, ils ont dû nous envoyer un courrier. Et puis après, il y a eu le bouche à oreille, tous ceux qui étaient turcs. À ce moment-là, on disait turcs reconnus. Quand nous étions turcs reconnus, nous étions convoqués au consulat. Bir bilet vermiş konsolos zaten. Tren bileti 2 gün sonra tren biletiniz var demiş. 2 gün içinde toparlanacaksınız ve 2 gün içinde gideceksiniz demiş. Annemin pek evi bırakmak kolay bir şey değil. Bütün eşyalar, hatıralar hepsi evde kaldı böyle. İnanır mısın, kapıyı çek git. O kadar seneden sonra. Benim için değil, zor değil de annem babam için düşünüyor. Şimdi düşününce üfleniyorum. Yani çok zor bir şey. En janvier 44, février 44, comment mes parents ont pris la décision, ont eu le courage, grâce à ce passeport turc, grâce à la protection du gouvernement turc, de décider de monter dans un train qui allait officiellement traverser toute l'Europe d'Asie en transportant un wagon entier de juifs. Abim de konsolosluğa gitti. Teşekkür etmek için. Konsolos o zaman dedi ki, bu bizim vazifemizdir, görevimizdir. Après ces nombreuses visites au consulat de Turquie du boulevard Haussmann, munis sans doute de papier turc, nous avons embarqué par un matin de mars 1944 à la gare de l'Est. Il faisait très très sombre, je revois encore très très bien cette ambiance, fumée locomotive, très peu de monde dans la gare, très très sombre, des soldats allemands un peu partout, pas très nombreux mais un peu partout. Nous avons embarqué dans un wagon de voyageurs, tout à fait classique, avec des compartiments. Il n'y avait qu'un seul wagon qui nous était consacré, mais le train était un train de voyageurs. Et mon père est monté dans le compartiment, il nous a embrassés, ma mère et moi, et je peux vous dire que je sens encore aujourd'hui le baiser humide qu'il m'a fait sur la joue, et je sens le picotement des poils de sa moustache. Et il est descendu, et je ne l'ai plus jamais revu. J'arrive à la gare, il y a un train allemand, la Mitropa allemande, et un wagon turc avec Ayyıldız. Nous avons pris le train à la gare de l'Est. Ça, par contre, je me rappelle très bien. Mais je ne sais pas ce que nous avons fait des bagages. Est-ce qu'ils voyageaient à part? Je ne me rappelle plus du tout. Le train était un wagon normal, des compartiments normaux. Nous étions une quarantaine, soixantaine de personnes dans ce train. Et nous sommes restés jusqu'en 1944 pendant l'occupation, puisque le départ pour Istanbul, qui avait été organisé par le gouvernement turc, s'est passé en 1944.
voyage durait une dizaine de jours. Pourquoi il durait une dizaine de jours? Parce que on était raccrochés tous les 300 km, 500 km à une locomotive qui allait quelque part plus loin. Et la locomotive n'était pas disponible. Par conséquent, on enlevait ce wagon, on le laissait sur une voie de garage pendant 2 jours, 3 jours, et puis on le raccrochait à une autre locomotive qui allait faire encore 500 km, etc. Et donc les gosses que nous étions s'embêtaient énormément. On avait très froid. Et j'ai eu très très peur parce qu'à un moment, notre voiture, qui comportait plusieurs wagons, a été stoppée, je crois, en gare de Sofia, ou je ne sais pas, sur la route des Balkans, qui était en flammes d'ailleurs, et on est resté là bloqué. Je me souviens, dans le train, par exemple, nous avons eu très froid parce qu'au mois de février, quand nous avons traversé les Balkans, il faisait très froid. Les vitres, vous savez, étaient gelées. On ne voyait même pas ce qu'il y avait derrière. On s'arrêtait souvent quand il y avait des alertes. Bon, si vous voulez, on était plusieurs enfants du même âge, alors on s'amusait un peu. On ne se rendait pas compte, vraiment. À 7 ans et demi, vous savez, c'est pas... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été comme ça. Pour moi, ça n'a pas du tout été un souvenir triste. Ça a été plus une aventure. Je me rappelle qu'on est venu nous accompagner à la gare. Nous avons pris le train. Je me rappelle que les 6 jours, nous étions serrés dans les compartiments. Il fallait que quelqu'un se lève pour un peu dormir. Nous attendions de passer dans les gares pour nous laver un peu et prendre de l'eau pour boire, tout ça. Sentiment d'angoisse intense pendant tout ce voyage. C'était une atmosphère d'hiver, glacée. Tous les quais de tous les arrêts occupés par les Allemands, bien sûr, avec les ordres contradictoires des Allemands, on arrêtait le train, on allait dans des voies de garage. On attendait là des heures sans savoir ce qui pouvait arriver. Aussi bien sûr, on aurait pu prendre une direction d'un camp immédiatement. Rien n'était impossible. Un jour, en Hongrie, le train s'arrête. On descend, on fait un tour comme ça sur le quai. Il y avait à côté de moi une jeune femme avec un bébé à la main. Une paysanne du coin. Et tout d'un coup, le train s'en va. Pendant la guerre en Hongrie avec un bébé à la main, qu'est-ce que ça aurait pu être? Du consulat, le fonctionnaire était là et nous recevait, nous comptait, regardait combien ils étions. Et quand nous étions en rang, ça allait bien. Il faisait attention à ce qu'on ne reste pas dehors. L'une de nos parentes avait parlé avec des officiers allemands et sans vouloir faire mal, elle avait dit que nous étions un convoi de juifs turcs. Alors, on a entendu des ordres et des contre-ordres en allemand, des Raus, Raus. On nous a arrêtés pendant toute une nuit dans une plaine hongroise, dans la neige, une plaine enneigée complètement. Et là, nous étions tous effrayés. Et puis, nous avions parmi nous un monsieur qui était un peu ce que nous appelions notre Führer, c'est-à-dire notre guide qui parlait l'allemand. C'était monsieur Gabay. Et lui a discuté en allemand et finalement on est reparti.
chaque escale, il y avait des Allemands qui venaient avec les chiens. Et ils demandaient le chef du wagon. Mon père se présentait en allemand. Il savait claquer des talons. Tac. Commandant, il montrait la liste de tous les juifs. Et ma mère disait, dites au revoir à votre père, c'est la dernière fois que vous le voyez. C'était tous les soirs, c'était la même chose. Nous étions un convoi de juifs retournant en Turquie. Et là, il semble qu'il y ait eu une espèce de confusion dans les autorités allemandes et certains voulaient sans doute qu'on retourne. Enfin, il s'est passé quelque chose d'inquiétant. Et puis, ça s'est arrangé et nous sommes repartis. Que vous dire encore de ce voyage? Il était inconfortable, certainement. Nous n'avions pas de chauffage, puisque nous étions incorporés à un train militaire, à des convois militaires. Nous n'avions pas d'eau. Les toilettes débordaient. Il fallait donc pas trop s'en servir. Les arrêts étaient fréquents. Nous pouvions avoir de l'eau quand le train s'arrêtait. Nous descendions sur le ballast et nous allions chercher de la neige sur les talus que nous faisions fondre dans des petits récipients en métal avec du méta. C'est vrai que les gens s'entraidaient, on parlait avec beaucoup de gens dans les couloirs, mais on est resté bloqués, donc, devant, je crois, je ne sais pas si c'était Sofia, enfin c'était une ville, certainement des Balkans, je ne sais pas exactement où, et on voyait des flammes de loin, et j'ai vu beaucoup de gens, des Allemands sur les quais, les gens qui palabraient, je ne sais pas qui, a pu, certainement la personne qui nous guidait, a dû discuter avec les autorités allemandes qui ont dû lui poser des questions sur ce que nous faisions, pourquoi nous étions là, si nous étions juifs ou non. Et je pense que comme personne ne portait l'étoile, eh bien donc, ils ont considéré que, d'ailleurs on avait tous quand même les autorisations, hein, des Allemands, et puis les passeports turcs des parents. Donc finalement, après une nuit, je crois, et une journée, notre train est reparti. Je ne sais pas quoi faire, 2 jours, 3 jours, dans un wagon comme ça, sans rien faire. On s'embêtait énormément. Et donc, je crois qu'il y avait une demi-douzaine de gosses dans le train, une dizaine de gosses. Et donc, pendant les périodes où on s'embêtait, quelqu'un regarde une sonnette d'alarme, dit « Maintenant, le wagon, il est tout seul au milieu de nulle part. Si on tire une sonnette d'alarme, il ne va rien se passer. » Ah non, il ne va rien se passer. Pourquoi il va se passer quelque chose? Le wagon est tout seul, au milieu de nulle part, il ne va rien se passer. Et donc, on tire la sonnette. Mais personne ne voulait le faire. Qui veut le faire? Toi? Non. Toi? Non. Toi? Non. Bon, moi, je le tire, je vais dire. Bon, clac. Et il ne s'est rien passé. Rien. Parce qu'il n'y avait pas de pression dans les tuyaux d'air comprimé. Il n'y avait pas de pression. Mais le lendemain, quand ce fameux wagon, au beau milieu de la gare de Cézou, au beau milieu, a été rattaché à l'ensemble du train, que l'on a remis les conduits de pression et les conduits d'air. Cette sonnette d'alarme s'est mise à siffler dans tous les sens. Les soldats complètement affolés, soldats en armes dans une gare allemande, un wagon de juifs qui sont là. Et c'est ce wagon de juifs qui est en train de faire sonner la sonnette d'alarme au milieu de la gare de Munich ou de je ne sais où. Un des jeunes passagers du train, Albert Carrel, a sonné la sonnette d'alarme, à faire fonctionner la sonnette d'alarme, ce qui a mis en rage
absolument tous les adultes du train et il s'est fait tirer les oreilles parce que les Allemands ont débarqué à vive allure dans le train, puisque nous étions encadrés par des Allemands. Et alors là, tout le monde a pris très peur. Ce voyage, qui aurait dû durer 3-4 jours, en fait a duré plus de 10 jours, parce que nous avons été arrêtés à la gare de Stuttgart pendant 2-3 jours en raison des bombardements qu'il y avait. Et sur Sofia, nous avons été bombardés très rudement. Ça a été terrible. Le toit du wagon a éclaté. On était en plein jour. Toutes les affaires de mes parents étaient dans un wagon au bout. Bien entendu, on n'en a jamais retrouvé trace. C'était absolument épouvantable. Tout le monde avait très, très, très peur. Il faut dire qu'on nous avait conseillé de ne pas emporter de bagages lourds avec nous dans le compartiment parce que normalement, à la frontière bulgare, la voie ferrée avait été bombardée et qu'il nous faudrait marcher pendant au moins 4-5 kilomètres à pied. La seule chose que je me souviens, c'est quand on est arrivé à Sofia, la voie a été coupée par les bombardements. Donc le train s'est arrêté, on ne pouvait pas aller plus loin. Puis nous avons passé en passant en Bulgarie, j'ai le souvenir aussi de femmes bulgares avec des fichus sur la tête qui venaient nous apporter du pain et des choses à manger quand nous nous sommes arrêtés en Bulgarie. Et comme j'avais tout juste 8 ans, et j'adorais chanter. Et parce que toutes nos réunions de famille, mon père qui avait une nostalgie terrible du Bosphore et de la Turquie, il n'avait pas remis les pieds évidemment depuis, il fermait les yeux et il chantait en turc. Et moi j'avais une chanson dans la tête et j'ai commencé à chanter dans le compartiment. Et maman était affolée, elle me dit en turc, « Ah Barbie, non, comment tu oses chanter, tu te rends pas compte de la situation ?» Puis je me suis mis à chanter. Alors j'ai chanté une petite chanson d'ailleurs, je vais vous dire je me souviens. C'était Çadiri bilistine almadi almadi Allah canimi almasın almasın.
la sensation que je garde encore à présent, c'est une sensation d'angoisse horrible, de froid intense, de brume. Tout était brumeux, tout était gris et sombre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qu'on ne peut jamais oublier, quoi. Donc, à ce moment-là, c'était un cadeau du ciel. C'est fantastique. On se retrouvait en Turquie complètement libre. Et ça a été pour nous une délivrance extraordinaire. Et ça a été une joie de rentrer en Turquie. D'arriver dans cet univers, et dans cette ville superbe qu'est Istanbul, c'était vraiment une découverte extraordinaire. Vraiment une libération à ce moment-là. La diplomatie turque, manifestement, nous a sauvé la vie, je l'ai déjà dit. Si le consulat de Turquie n'avait pas, en accord avec les Allemands et dans la limite d'une date qui avait été prédéterminée, si le consulat de Turquie ne nous avait pas délivré les papiers nécessaires, nous n'aurions jamais pu émigrer vers la Turquie et par conséquent, nous aurions été vraisemblablement arrêtés et déportés nous aussi. C'est pourquoi je dis, je dois incontestablement la vie à la Turquie. C'est incontestable. Incontestable. Là, nous avons appris qu'il y a eu 8 trains qui étaient prévus en partant de Paris, c'est-à-dire 2 en février, 2 en mars, 2 en avril et 2 en mai. Les derniers étaient ceux du mois de mai. Nous sommes partis par le dernier ou l'avant-dernier train. People who were involved in the saving of Jews everywhere, and there were many in Europe as well, promoted themselves as such. Whereas the Turkish diplomats who did this don't seem to have made any effort
to get recognition. This may be part of Turkish character as well. Et puis un jour, on est arrivé à Istanbul. Et là, il n'y a plus cette peur. J'ai quitté la France, petite fille, dans le chaos, avec la peur au ventre. Je suis arrivée dans un pays plein de soleil, d'amitié, de chaleur, dans tous les sens du mot d'ailleurs. Et j'ai vécu là-bas 2 ans inoubliables. On n'a plus peur, on n'a plus rien. La vie redevient comme avant, normale. La vie comme tout un chacun. La vie comme tout un voisin. Personne ne vous demande si vous êtes juif, catholique, protestant, musulman, rien. Vous êtes libre. Je suis éternellement reconnaissante. Le 24 avril 1944, ça a été pour mes frères et moi une renaissance. Nous avons recommencé à vivre ce jour-là. Et je ne pourrai jamais oublier ce que je dois à la Turquie. Et je dis souvent que pour moi, c'est ma 2e patrie, que je suis turc et français, et non pas français et turc. Je suis turc et français parce que je suis né le 24 avril 1944. Je m'aperçois que si j'avais été français, je n'aurais pas existé aujourd'hui. Le fait d'être turc m'a sauvé la vie. Ça, je suis certain. Moi, je suis totalement reconnaissant car j'ai le sentiment que si mes parents ne s'étaient pas mis sous la protection de la Turquie, n'avaient pas pris ce train pour la Turquie, je pense que peut-être une rafle de dernière minute aurait pu nous emmener tous et que nous ne serions pas vivants ici aujourd'hui. Et mon père tout le temps m'a dit, n'oublie pas, toute ta vie n'oublie pas que c'est les Turcs qui nous ont sauvé la vie. Si ma mère n'avait pas fait si le consulat général de Turquie n'aurait pas agi avec cette fermeté, n'est-ce pas, envers les Allemands, alors j'aurais été fichu, je n'aurais pas vécu, je n'aurais pas pu vous parler maintenant. Mais pour moi, ça doit être un miracle si je suis encore en vie, parce que avec les souffrances qui ont été les nôtres, on aurait peut-être dû mourir comme tout le monde. Merci infiniment. Vous êtes adorable, vraiment, de m'avoir reçu, de nous faire parler de tout ça. Parce que grâce à ces témoignages et de ces sauvetages, eh bien, ça va rester. Pour bien montrer au monde que c'est pas une vue de l'histoire. C'est pas une vue de l'esprit. Que c'est un devoir de mémoire et notre gratitude qui va au gouvernement turc, nous l'avons transmise à nos enfants, à nos petits-enfants. Ils savent que si nous sommes ici, c'est uniquement à cause de ce que le gouvernement turc a fait vis-à-vis des Juifs pendant la guerre. Et je raconte ce qui m'est arrivé, moi. Ce train qui est parti de Paris, qui a traversé l'Europe en flammes pour arriver à Istanbul dans un havre de paix. Personne ne le sait. Personne ne le savait. Personne ne le comprend. Je pense pas que j'ai grand-chose à ajouter à tout cela. D'autres que moi ont dû vous raconter. Je vous remercie beaucoup.